On parle toujours de manga, mais on en oublie le webtoon. Ce média, si facile à prendre en main, est appelé de la snack culture. Depuis, le webtoon fait partie de nos vies. Tout le monde a déjà entendu ces grands noms, comme Solo Leveling, Tower of God et bien d'autres. Ce qui donne envie à des artistes de s'approprier le genre et de produire sous ce format si attirant. Quand on débute dans le webtoon, on ne sait pas par quoi commencer et c'est normal. Est-ce que mon histoire vaut le coup? Comment je vais pouvoir concrétiser mes idées? La plus grosse question que tu devras te poser à chaque étape, c'est pourquoi. Chaque détail, chaque étape, chaque avancée, tu dois te questionner sur la logique que tu entreprends et pourquoi cette direction est juste. Pour être sincère, j'aimerais reprendre toute mon histoire et pouvoir avoir le courage d'en parler avec toi. En fait, je suis méga paralysée. Et le temps passe et j'arrive pas du tout à continuer mon webtoon. J'ai quand même fait 16 épisodes, une saison entière, mais depuis, à vrai dire, je me mets des freins toute seule. C'est pourquoi là, je voudrais créer une petite histoire et j'ai bon espoir que ça me débloque par la suite. Et donc, en t'expliquant la procédure pour en créer un, de 1, ce serait super d'avoir tes retours, et de 2, t'aider à créer ton histoire et te montrer les étapes à suivre, va moi m'aider à reprendre, tout simplement. Du coup, par quoi on commence? L'histoire, bien évidemment. On se pose les bonnes questions. Comment est née ton histoire? Que veux-tu faire ressentir? Est-ce drôle? Est-ce un drame? Est-ce une romance? Qu'est-ce qui te fait vibrer que t'as envie de partager? Qui est ton héros? Sur quel exemple il s'appuie? C'est parti pour créer un personnage, on va créer un profil. Je la vois bien chatte avec des yeux bleu foncé, on l'appellera Madeleine. Mais comment la rendre attachante? Il faut qu'elle ait un drame dans son passé qui soit assez marquant qui pourra justifier ses actions. Pour ça, on va s'appuyer du livre de John Truby, L'anatomie du scénario, et de la youtubeuse May qui a fait un superbe retour sur le sujet. Nous allons voir les 7 étapes qui permettent de construire une histoire. Truby nous dit ici qu'il vaut mieux voir les étapes de façon organique et non mécanique. Quelles sont les faiblesses et besoins de notre personnage? Il faut dès le début de la narration que ton héros ait plusieurs faiblesses qui le gênent et l'empêchent d'avancer. Pour que ton histoire ait quelque chose d'intéressant, que ça soit tellement profond et ancré que ça lui gâche la vie. Sa faiblesse est son insécurité et son manque d'attention. Ici, nous allons créer un personnage où sa faiblesse et son besoin lui gâchera la vie. Il faut que nous puissions s'identifier à Madeleine. Il faut qu'on arrive à la rendre humaine. En fait, si le personnage est trop parfait, ce serait trop ennuyeux. À savoir, il y a 2 types de faiblesses. La psychologique qui ne blesse que lui et la morale qui blesse autrui. Il faudra, suivant la faiblesse psychologique, déterminer quel type d'action immorale notre héros fera naturellement et qui le mettra dans la merde. Maintenant, quel est son besoin? À la différence, c'est ce que ton protagoniste doit accomplir de lui-même pour améliorer sa vie. Au début de l'histoire, ton héros ne doit pas savoir ce dont il a besoin. Et ton héros doit avoir un besoin psychologique et moral. Sache, pour qu'il y ait un besoin moral, il faut que ton protagoniste blesse au moins une personne au début de l'histoire. Une bonne méthode, c'est de faire que le problème soit simple et spécifique. Avec toutes ces informations, nous allons pouvoir créer son histoire. On va dire, la mère de Madeleine était très jeune, et est morte de fatigue de l'élever toute seule, et elle a juste eu le temps de la confier à son frère, du coup l'oncle de Madeleine. On va partir sur ça. Quel est son désir? Une fois que tu as déterminé sa faiblesse et son besoin, tu dois doter ton personnage de désir. Et c'est là que ça devient intéressant pour ton spectateur. On va faire en sorte qu'elle ait soif de liberté, qu'elle n'a pas envie d'avoir une vie conventionnelle. On va dire qu'elle veut être aimée et ne veut pas avoir une vie de famille classique. Elle veut trouver l'amour, voyager, être riche, car elle a grandi dans la pauvreté et elle n'était pas désirée. À noter, la faiblesse n'est pas choisie au hasard. Elle est définie par la fin de notre histoire. Le désir donne quelque chose au spectateur à poursuivre avec notre héros. Le désir, c'est ce qui va dicter les choix de notre héros à la surface et ce que le spectateur pensera être le sujet de l'histoire. C'est lié aux besoins du héros. Quand ton personnage atteint son objectif, il comble également son besoin. Un point clé que tu dois retenir commence par la fin. Il faut toujours partir de la fin de la transformation, c'est-à-dire la prise de conscience, puis revenir au début, afin de déterminer le point de départ de la transformation, c'est-à-dire le besoin et le désir du héros. Et enfin, imaginez les étapes du développement qui se situent entre ce début et cette fin. Imagine une frise. Et la face visible, c'est le désir de ton héros. Tandis que la face cachée, c'est le besoin qui devrait être résolu à la fin de l'histoire. À ne surtout pas oublier, si tu commences ton histoire par le désir et que tu en oublies la faiblesse et le besoin, tu iras certes plus vite en début de récit, mais tu vas juste défoncer ton histoire. Car la première étape, c'est vraiment le fondement de ton histoire. Et c'est ce qui permettra au héros de changer à la fin. On va maintenant réfléchir à son adversaire. Pour qu'une histoire soit bien perçue, avis totalement subjectif, il faut que ton adversaire ait le même but que Madeleine pour arriver à la confrontation finale. Car si ton adversaire est juste méchant et que Madeleine est juste la gentille, ton histoire sera pas du tout intéressante, je te le dis. Ce qui est le plus captivant dans les œuvres, c'est que tes personnages soient nuancés. L'adversaire doit être capable de faire ressortir le pire et de confronter le héros à sa plus grosse faiblesse, pour pouvoir soit que le héros les surmonte, soit qu'il s'enfonce dedans et que ça le brise. Pense ton antagoniste de façon structurelle, le penser par rapport à sa fonction dans l'histoire.
l'histoire. Un véritable adversaire doit empêcher ici Madeleine d'accomplir son désir. Mais c'est également un concurrent du héros. Ici, il doit vouloir atteindre les mêmes objectifs. Les questions fondamentales à se poser, c'est qui cherche à empêcher le héros d'atteindre son objectif et pourquoi? Dis-toi que pour trouver un bon adversaire, il faut partir de l'objectif de ton personnage et que tout personnage qui veuille l'empêcher d'atteindre son objectif fera un bon adversaire. Et enfin, quelles sont les valeurs de l'adversaire et dans quelle mesure diffèrent-elles de celles du héros? Imaginons, dans l'histoire, que c'est sa belle tante qui est jalouse de Madeleine car elle a dû recueillir la nièce de son mari et qu'elle a déjà 6 enfants à élever. Encore une bouche à nourrir, ah l'horreur! Elle l'a détestée dès le premier jour où elle l'a vue. Et comme son mari la chérissait car il voyait en elle sa petite sœur qu'il avait perdue, elle se disait qu'il ne s'occupait pas assez de ses propres enfants. Nous allons voir maintenant le plan du héros. Dans la vie, comme dans la narration, aucune action n'est possible sans plan. En gros, le plan, c'est l'ensemble de choix et de stratégies que le héros devra suivre pour défoncer son adversaire et atteindre ses objectifs. Madeleine grandit et elle en a marre de se faire rejeter, donc elle commence à apprendre à refouler ses sentiments. Elle se conforme à la norme. Le plan du héros nous permet ici de définir le chemin qu'il va emprunter. On comprend ici que Madeleine n'assume pas qui elle est et qu'elle a peur de se faire juger. Elle est détestée par son entourage et devra s'adapter à son environnement. Mais on verra par la suite que ça la desservira. Dès lors qu'elle réalise ça, elle met en place une stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Bien entendu, le plan ne devra pas se dérouler facilement, tu devras lui mettre des bâtons dans les roues pour que l'histoire ait du sens. Nous allons parler de la confrontation finale. La confrontation permet au personnage de s'exprimer et de pouvoir aller au bout de ses idées, même s'il se trompe de voie. Le conflit doit prendre de l'ampleur. Place alors à la confrontation finale entre le héros et l'antagoniste, et le résultat de qui aura réalisé l'objectif de départ. C'est maintenant l'étape de la prise de conscience. Tu dois toujours faire en sorte que la prise de conscience de ton héros soit douloureuse pour qu'il réalise qui il est et sa véritable nature. Enfin, toute l'ampleur de l'histoire repose sur cette dernière action. Il y a 2 aspects dans la prise de conscience, l'un psychologique, l'autre moral. Dans la psychologique, le héros retire le masque et les faux semblants. Il se voit enfin tel qu'il est pour la première fois. Ce sera ici l'acte le plus difficile et courageux que ton héros devra affronter. Idéalement, montre la prise de conscience par les actes. Dis-toi que la qualité de ton histoire dépend de cette prise de conscience. Son besoin, c'est son immaturité, et sa prise de conscience doit le faire changer. Soit il grandit, soit la prise de conscience est trop violente et ça détruit le personnage. Quand tu arrives à cette étape, l'idéal c'est de suggérer les pensées de Madeleine, par le biais des actions qu'elle entreprendra, et pas le dire de but en blanc, ce serait lourd, et ça manquerait totalement de subtilité. Et pour finir, la dernière étape, le nouvel équilibre. Vient alors le nouvel équilibre, le héros est transformé. Si le besoin et la prise de conscience sont bien amenés, le héros change positivement. Si au contraire, le choc de la réalité est trop intense et qu'il n'arrive pas à le digérer, cela devient un drame. Ton héros tombera plus bas suite aux révélations de fin et il sera détruit. Une transformation fondamentale et immuable. Mais sache que cette étape ne doit pas laisser de marbre. Quoi qu'il arrive, suite aux épreuves que ton héros, ici Madeleine, aura traversées, elle sera changée. On commence par la fin. Trouve la fin de ton histoire pour pouvoir reconstituer toute ton histoire. Et garde bien en tête que la fin doit être suite à une prise de conscience. Et que Madeleine doit être transformée ou bien brisée. Mais le changement doit vraiment être significatif et impactant pour pouvoir créer le cliffhanger de fin et le rebondissement ultime. Tout le script de ton histoire sera pour vivre ce moment, cet instant qui va changer à tout jamais la vie de ton héros. Donc ce n'est pas une étape à prendre à la légère. La fin d'une histoire est l'élément le plus marquant pour le spectateur ou le lecteur, car c'est ce qui reste en mémoire une fois que le récit est terminé. Une bonne fin, qu'elle soit surprenante, émouvante et bouleversante, donne du sens à tout ce qui précède. C'est elle qui transforme les péripéties en un voyage cohérent, où chaque détail prend une dimension nouvelle à la lumière de la conclusion. Savoir dès le départ comment une histoire se termine permet de structurer le récit de manière à ce que chaque scène, chaque dialogue et chaque action mène progressivement à ce point culminant. Une fin bien pensée offre aussi une prise de conscience pour le héros, ou une transformation majeure qui donne à l'histoire sa résonance émotionnelle. Sans cette finalité claire, le récit risque de s'éparpiller et de perdre son rythme et de laisser un sentiment d'inachevé. En commençant par la fin, tu peux construire une progression logique et émotionnelle où tout converge vers cet instant. Cela permet de poser des indices et de développer des arcs narratifs solides et de maintenir l'attention. Enfin, une fin réussie a un double rôle. Elle satisfait les attentes tout en surprenant, voire en défiant le spectateur. Pour atteindre cet équilibre, il est vital d'avoir une vision claire du message ou de l'impact que l'on souhaite laisser, car c'est la destination qui donne sa direction au voyage narratif. Pour t'aider à construire toute ton histoire avec ce point de fin, qui est finalement le point de départ à l'écriture, tu peux faire une timeline. Une frise qui définira les points marquants importants du récit. Pour ne pas perdre le fil conducteur de ton histoire, tu peux y mettre les titres de chapitres. Pour t'expliquer, une frise narrative est essentielle pour structurer ton histoire, car elle te permet de visualiser clairement les points marquants. C'est une sorte de boussole qui te guide tout au long de l'écriture pour ne jamais perdre le fil conducteur. Dans la construction, tu identifies les étapes cruciales, l'introduction, les rebondissements, les moments de tension, et bien sûr, la résolution finale. Sur cette frise, tu peux inscrire des titres provisoires pour chaque section, qui reprennent les actions principales ou idées à développer. Par exemple, tu pourrais commencer par un chapitre d'exposition
l'exposition. Exemple, les origines, la fracture, quelque chose comme ça. Cette façon de faire offre une vue d'ensemble à ton récit et te permet de vérifier que chaque élément de l'histoire a un sens en gros cohérent et sert au récit principal. En annotant ta frise avec les éléments marquants, les moments importants, les émotions ou les conflits qui sous-tendent à chaque étape, tu t'assures que le suspense et l'intérêt restent constants. Bref, c'est un outil indispensable pour construire une histoire intéressante et captivante. Qui sont mes personnages? Une erreur souvent faite par les auteurs, c'est de penser que le héros et les autres personnages seraient qu'ils suivent leur chemin sans lien, qu'ils sont chacun dans leur bulle respective, créer une sensation que notre héros est faible et que l'adversaire est méga fort, que les personnages secondaires sont presque inexistants et que l'antagoniste est invincible. Souvent dans les histoires où seulement le protagoniste est développé et que tous les autres personnages gravitent autour de lui et qu'ils sont juste là pour le faire briller, cela crée un décalage si grossier que le héros devient vite cliché et fade et que l'antagoniste est invincible. John Truby nous dit qu'un personnage est souvent défini par ce qu'il n'est pas. Quand on crée un personnage, que ce soit le personnage principal ou le personnage secondaire, la plus importante des étapes consiste à le comparer et à le connecter à tous les autres. Il faut voir les personnages comme des êtres à part entière et pas de simples PNJ qui servent simplement à faire briller ton héros. En d'autres termes, quand tu compares par exemple Madeleine à ses cousines, tu dois te creuser la tête pour que Madeleine brille par de nouveaux moyens. Et c'est là que l'écriture d'un personnage devient intéressant. C'est quand ils s'humanisent et deviennent complexes. Ils doivent tous être connectés, liés. Mais retiens bien que si jamais tu commences à te prendre de passion pour un personnage secondaire et que son caractère, ses choix deviennent plus intéressants que ton protagoniste, c'est qu'il faut switcher. Ton héros n'est pas un personnage fixe auquel tu racontes juste une histoire. Dis-toi que Madeleine par exemple est un personnage qui a un éventail de possibilités et de transformations et dès le début du récit. Tu dois le voir comme ça, il doit être flexible dans ta tête pour voir évoluer une histoire de façon organique. N'oublie pas, tu écris ton histoire de façon à ce que ça devienne un webtoon. Du coup, comment on procède maintenant? Tu devras penser par épisode. Dis-toi que chaque épisode contient minimum 40 vignettes. Donc vise les 50-60 pour pouvoir bien expliquer ton récit. Ne dessine jamais une case pour avoir le bon nombre à atteindre ou le chiffre que tu vises. Cela perdrait totalement de son intérêt. N'oublie pas la question la plus importante qui doit jamais sortir de ta tête lors de la conception de ton récit. C'est pourquoi chaque vignette, chaque phrase doit avoir une logique, un sens, un fil conducteur, ça doit t'amener quelque part. Si ta case ne contribue pas à l'avancée de ton histoire, supprime-la. Ton lecteur risque de s'ennuyer et de trouver ça long pour rien. À retenir, ta case elle doit parler d'elle-même. Rien qu'avec ton dessin, on doit savoir ton intention, ce que tu veux nous faire ressentir, penser. Oublie pas, c'est un format vertical. Ton histoire doit pouvoir être scrollable à l'infini. Ton lecteur doit pouvoir kiffer ton découpage. Cela doit être dynamique et intuitif, car l'enchaînement de tes cases doit être fluide. Place des cliffhangers à des points stratégiques pour surprendre toujours plus ton lecteur et qu'il devienne totalement addict à ton histoire. Une vérité un peu triste à entendre, ton dessin doit être net, car sur l'écran ton image doit avoir une grande clarté. Du coup, tu dois maîtriser au moins les fondamentaux en dessin. Tes détails doivent être soignés pour que ton illustration soit compréhensible. Même sur des petits écrans, ton texte doit être lisible. Le contraste, l'utilisation des couleurs deviennent alors des éléments clés pour que ton webtoon soit agréable à lire. La mise en page verticale permet également de jouer avec la tension et le rythme de manière originale, en créant des pauses visuelles et en tirant parti des grandes cases pour marquer les moments forts. Par exemple, tu peux utiliser des images panoramiques ou des compositions plus larges pour accentuer l'émotion ou l'impact d'une scène, tout en maintenant un rythme dynamique. Le format webtoon est pour moi aussi le format le plus interactif. Pour finir, un webtoon, ça se prépare. Après toutes ces étapes, tu penses bien que je te déconseille de commencer un webtoon sans plan. Sincèrement, si tu prends le temps dès le début d'organiser tes idées, d'écrire un bon plan, ne pense pas que c'est une perte de temps. De faire une timeline, de définir chaque personnage, secondaire, adversaire, c'est tellement crucial même si tu es impatient et que tu penses que ton idée est unique et la meilleure. Je ne te dis pas que c'est pas le cas, attention, hein. Juste que si tu prépares cela bien, ça ira beaucoup plus vite et tu auras une ligne directrice. Il te restera plus que la rigueur à travailler. Mais surtout, n'oublie pas ce point essentiel. Un webtoon, c'est comme un marathon. C'est pas un sprint. Prends le temps d'apprécier chaque étape du processus, même les plus laborieuses, car je te jure, elles enrichiront ton œuvre. Si tu rencontres des obstacles, rappelle-toi que c'est normal et que chaque défi surmonté te rendra encore plus fort et plus expérimenté. Enfin, n'oublie pas et n'aie pas peur de demander des retours à tes proches ou à des créateurs. Parfois, un regard extérieur peut révéler des points que tu n'avais même pas remarqués. L'entourage, c'est essentiel. Alors lance-toi avec moi, avec de la passion et de la persévérance. Et qui sait, peut-être que ton webtoon ou le mien pourrait devenir le prochain solo leveling dans le cœur de nos lecteurs.